de fantasmer une époque que j'ai pas connue. Qui n'existait pas. Voilà, et donc on peut faire beaucoup de critiques aux nationalistes, entre guillemets, qui sont dans le romantisme. Moi j'appelle ça du romantisme. Il faut, dans une optique de victoire. Et moi, si j'ai écrit, c'est parce qu'on peut gagner. Et on doit gagner, c'est pas normal qu'on ne gagne pas, tu vois. Le Front National, aujourd'hui, ils font 40%. Même pas. Des voix ? Oui. Non, mais déjà, Pour des élections. dans une élection, non. Mais ils devraient faire 60. Bah non, mais ils le font même pas. C'est-à-dire, même pas. Et en plus, dans une situation où tu as 60% d'abstention. Ouais. Bon, les autres font pire, mais enfin... mais le Front National n'est pas parce qu'il n'arrive pas à fédérer, justement. Oui, ce camp souverainiste. Oui, mais tu vois, c'est mauvais, quoi. C'est pour ça que moi j'ai dit c'est mauvais, il faut pas avoir peur de le dire, ils sont mauvais. On peut détailler les raisons, moi je suis pas là pour donner des conseils, mais nos idées ne sont pas appliquées alors que tout nous donne raison. C'est-à-dire que tout ce que... C'est pas le discours pour la France de Philippe Séguin à Maastricht, qu'il a lu pendant 3 heures, tout est vrai, quoi. En 92, les mecs pouvaient être sceptiques. Admettons, ils étaient sceptiques. Ils le croyaient pas, ils disaient qu'il était défaitiste ou... Tu vois, en plus, c'est inversement de situation, quoi. Ils disent c'est lui le fataliste, alors que non, il dit putain, il faut qu'on résiste. Et les autres disent non, vas-y, ça va bien se passer, tu vois. C'est les marchands de sommeil, quoi. Marchands de sable, tu vois. Tu fermes les yeux, tu vas t'endormir vite fait. Mais non. Donc, ces mecs-là avaient raison. Aujourd'hui, avec 25 ans de recul, c'est facile de le constater. Et sur toute la ligne, en plus. Villiers, pareil, ils ont écrit. Alors, Villiers, je suis plus étonné, mais c'est toi qui non, mais t'as tout lu de Villiers. Tu comprends qu'à un moment donné, ces types-là, ils arrêtent, quoi. Ils ont répété la même chose pendant 30 ans, personne ne les écoute, ils en ont marre. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut aussi des jeunes, parce qu'ils en ont moins marre. Tu vois, peut-être que dans 30 ans, j'en aurai marre, mais c'est bien que... il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui a moins cette culture de l'échec aussi. Alors si on commence par ça, en politique, en se disant « Ah, la bonne époque, on avait déjà perdu », c'est un truc qui m'a toujours étonné, ça. Et ça n'empêche pas de connaître l'histoire, hein, je veux dire. Tu vois, il faut évidemment... On va pas ignorer des pans de l'histoire, des commémorations, c'est bien, ça permet d'avoir des valeurs communes. Donc toi, tu penses, voilà, donc déjà, d'une certaine façon... on va dire, les mouvements d'opposition devraient un peu se séparer, de pas tout le temps ressasser le passé, se référer au passé. Bah, ils peuvent le faire, mais pas que ça, quoi. Pas que ça, ouais. S'ils disent, parce qu'ils se présentent devant les électeurs, ouais. Ils se prétendent démocrates, les mecs. Et ceux qui ne se prétendent pas démocrates prétendent quand même arriver au pouvoir par la volonté populaire, d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas un régime parlementaire, il y aura quand même le peuple qui intervient à un moment donné, parce que sinon il dure 2 jours. Le Front National, aujourd'hui, tu vois, ils arrivent au pouvoir, à mon avis, en 3 jours, ils sont balayés. Tu vois, ils n'ont pas d'assises. C'est un gros problème, quand même. Heureusement qu'ils sont pas au pouvoir, presque, on pourrait dire. Mais Marine, de toute façon, il y a peu de chances qu'elle arrive au pouvoir, très sincèrement. Mais même si elle y arrive, c'est pas sûr qu'elle le tienne. Ouais. C'est ça le pire. Il faudrait qu'elle soit dans une... Bon, moi, j'y crois pas, mais il faudrait qu'elle soit dans une situation où ça puisse être durable, quoi. Sinon, les mecs peuvent s'amuser, ils peuvent la foutre au pouvoir pour voir. Et puis... Et ben vite fait, on va les regretter, tu vois. Et les gens vont déchanter. Exactement comme aujourd'hui, Sarkozy, le traître en chef, tu vois, qui a tout trahi. Non seulement ses proches, mais c'est la France, quoi. C'est de la haute trahison. Bon, il s'est arrangé, tu sais, hein, au moment de la signature du traité de Lisbonne, quelques mois avant, en février. Ils ont changé la Constitution, ils ont modifié la Constitution. L'article de la haute trahison, justement. Ils ont appelé ça manquement des obligations du chef de l'État. Voilà, manquement des obligations du chef de Bon, l'État. ça, tu vois. Formule qui veut rien. Oui, mais c'est surtout que dans l'imaginaire, t'as envie de lui foutre une balle, quoi. C'est-à-dire que normalement, la haute trahison, c'est l'exécution. C'est le peloton d'exécution. Là, tu te dis, ouais, bon, c'est pas si grave, tu vois, il a manqué une fois. Demain, il sera plus assidu, promis. D'ailleurs, il le dit, hein, promis. Ouais, il a dit, j'ai déçu, il l'avait fait, j'ai changé. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que Hollande est tellement mauvais qu'il a réussi à faire regretter Sarkozy. C'est pas mal, tu vois. Et on sombre de plus en plus. Tu vois, même les mecs de droite, aujourd'hui, même d'extrême droite, regrettent Mitterrand, quoi. Pour te dire le niveau des mecs, tu vois. Et quel sera le prochain? Je veux même pas savoir. Un certain Manu, pareil. Ce sera comme Le Prisonnier, c'est la série
le prisonnier avec Oui, le Patrick prisonnier, McGowan, bien sûr. le dernier épisode, quand il essaie de voir qui est le numéro 1, Ah bah, il tombe sur le singe. sur le singe. Il l'a raconté ici même, cette Ah bon anecdote, Pierre Hillard. Ah bon, bah tu vois, Ouais. eh ben c'est ça. Et une série que j'aime beaucoup. Ouais. Mais Par contre, lui donne toute une dimension au singe qui, selon lui, est oui, parce et que c'est diable, le, etc. oui, parce que c'est le singe de Dieu. Voilà. Et ça, c'est l'expression, Le singe de Dieu. l'expression tout à fait. consacrée. Oui, Exactement. bien sûr. Mais ça, c'est théologique. Hein, c'est pas. Oui. On quitte Bon, la. c'est- Oh, on a digressé. Oui, et puis ça peut être une surinterprétation. Mm. C'est pas certain que ça a été pensé comme ça. Tu vois. C'est ce qui donne l'explication, Pierre Hillard. Bon, Oui, non, mais bien sûr. Ah bah d'accord. Bon, il le dit. Mais je veux dire, mais c'est pas forcément ce qui. Tu vois, c'est peut-être une coïncidence, je sais pas. Ou une partie, mais peut-être qu'on surinterprète quand même, quoi. Bah, Mais ça, on peut pas savoir. Il a Enfin, donné sa définition. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit Manuel Sarkoland, prochain président. Ouais, on a fait un mix. Mais peut-être. Ouais. Peut-être. J'espère pas, mais de toute façon, ceux d'avant, j'espérais pas non plus. Tu vois. Ouais. Personne n'espérait. Puis Hollande, personne n'y croyait, il faut se rappeler quand même. Mais il était là par Il était là, accident. c'est- Normalement, on aurait dû le partout professionnel. On aurait eu le Voilà. proxénète en chef. Là. Le pape du capitalisme de gauche, en se disant de gauche. Ouais. c'était- Mais attention, présenté, moi j'entendais des gens qui parlaient, des gens plutôt de la. Pas l'ouvrier de base, hein, mais les gens que j'entendais autour de moi, c'était Strauss-Kahn, c'était l'expert. Bah, C'était comme Giscard en son temps, le plus grand économiste de Ministre de France. France. Il était présenté comme ça et les gens y croyaient. Ah, Strauss-Kahn, c'est un séducteur. Tu vois, le mec, c'est un violeur. Mais non, mais un proxénète, mais non, c'est un séducteur, il séduit. Bon, béton. Mais il était présenté comme un expert en économie, il va nous sortir de la merde. Il quoi. va sortir de la merde, ouais. C'était comme ça qu'on nous l'a présenté. Il y a encore des gens, je suis sûr, qui croient. Hmm. Parce que ils seraient prêts à tout, à chaque fois, pour changer la situation. Et ils ont tendance à croire aux promesses aussi. Et on a failli se manger un cas, accident de parcours, alors Ouais. complot, pas complot, on sait pas vraiment, mais bon, en tout cas, le fait est qu'il s'est retrouvé hors jeu, et puis on s'est Oui, retrouvé- bah ça devait arriver. De toute façon. Oui, ce qui devait arriver, ouais. On peut dire il y a un Ouais. complot, mais à un moment donné, À un moment donné, là tu oui. tends le bâton pour te faire battre. C'est un aussi. peu, voilà, Ouais, c'est un peu, c'est tu as bien. échappé quand même de plusieurs fois, tout le monde le Voilà, savait, voilà, et mais- puis bon, là, c'était peut-être aussi la Voilà. fois de trop. Alors peut-être qu'on l'a un peu aidé, mais il avait pas besoin de ça. Bah, en tout cas, on a l'impression, bon, alors voilà, peut-être mon esprit comploteur, certainement, mais en Bravo. tout cas, que... mais disons que je constate que c'est vrai que le système, il a eu énormément de casseroles sur le dos, on est au courant, pas mal de casseroles de Strauss-Kahn, mais on a toujours laissé couler, Et tout le monde savait, et, à et un moment le- donné, on sait pas, tu vois, cette histoire-là, bah, Mais ça, c'est terminé. un cas d'école, parce que tout le monde savait, dans le petit cercle médiatico-politique, mais tout le monde a fait mine de pas savoir, c'était tellement ridicule. Tu vois. Et ça veut dire qu'ils le font sur tous les sujets, en fait. Ouais, parce que Strauss-Kahn, attends, quand il est arrivé au FMI, je me rappelle qu'au bout de même pas 2 mois, il y avait déjà un scandale avec sa secrétaire, une Et, hongroise. il lui mettait des ménopausés, en fait. Enfin, il lui mettait plus des... Généralement, les secrétaires, Voilà. tu mets des petites jeunes. Voilà. Là, il lui met des vieilles moches pour dire... Des vieilles moches, voilà. On va éviter l'incident. Parce que les États-Unis, c'est arrivé aux États-Unis, c'est pas arrivé Ouais. en France. Oui, c'est exactement. C'est-à-dire que on peut reprocher les anglo-saxons, quoi. Mm. Ils sont très libéraux en matière économique, mais au niveau des mœurs, ils sont très Ils puritains. sont très puritains, bien sûr. Et lui, il n'avait pas compris ça, quoi. Ouais. Bah, maintenant, remarque, je suis même pas sûr qu'il ait compris, mais bon... Ah bah, ils lui ont donné une sacrée leçon, j'ai envie Il de a tout dire. perdu, hein. Il a perdu sa femme, qui était... C'est elle qui avait le pognon, quand C'est même. elle qui a le Bon, pognon, il paraît. Ouais. Il était bien payé, hein, mais il a des économies, hein, pas de souci pour lui. Mais c'est sa femme qui était très Oui, riche. enfin, il est pas au RMI, voilà. Ouais, on C'est sa s'inquiète femme qui pas. était très riche. On me dit DSK. Il est passé du FMI au RMI. On me dit DSK voulait faire un audit sur l'or de la Fed. Alors, ça, c'est effectivement la question qui est souvent. Comment dire qui est souvent posée, c'est que il avait paraît-il, une idée de soi. Alors, c'est ce qu'on lui prête, hein, attention. Ah, mais ça vaut rien, ça. Mais voilà, exactement. Moi, je discute pas sur les on-dit, moi, je veux des documents. Ouais, voilà. Bon, on n'a pas la preuve qu'il cherchait, effectivement, à savoir ce qu'il y avait combien d'or dans le FMI. Mais quand bien même, je dis, il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand on est un homme d'État, on fait pas ça. Et c'est la première chose qu'ils font quand ils prennent quelqu'un dans les services. Ouais. Donc, sous-entendu, les services spéciaux, les services de renseignement, ils vont étudier sa vie. Est-ce qu'il a des dettes de jeu? Est-ce qu'on peut le tenir? Est-ce que si on lui met une fille dans les bras, une nuit, un peu d'alcool, et il lui balance tout? Bon, est-ce que tu as des faiblesses, quoi? Mais il regarde aussi ton entourage. Est-ce que, par exemple, tu as un frère qui est en prison, par exemple? Ou qui risque d'y être parce qu'il est mal barré? Et que dans ce cas, pour éventuellement l'aider, ou il a besoin d'argent, surendetté, tu
tu vas vendre des trucs pour l'aider un peu. Et dans ce cas, t'es pas pris. Donc un gars comme ça, t'as vite, tu vois, t'es citoyen, t'as vite fait de te dire ce mec-là, c'est pas une bonne idée. Tu vois. Disons que ouais, sauf que c'est pas la peine de réfléchir. Dans leur paradigme, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Je te prends. Ah mais eux, ils peuvent le tenir. Voilà, bien sûr, ça, bien après, sûr. je te tiens. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui. Pour le peuple qui soit pas tenu et pour les réseaux. Bon là, c'est un peu complotiste ce que tu dis. Ouais, même ça se vérifie malheureusement. Oui, je sais bien, mais ils font un gars irréprochable. Ouais, ils ont du mal à avoir des trucs. Non, parce que là, je lui parlais des frères et tout, puis c'était ça, je pensais Rachida Dati, que c'est Taubira. Ils ont du mal à tenir Poutine. Si Poutine est toujours à son poste, il a été président plusieurs fois. Premier ministre, bon, il a échangé avec les élèves, il est revenu. En fait, qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Ils doivent pas avoir grand-chose. Hein. Ils essaient de faire passer pour un autiste maintenant. On nous dit il est autiste. Ça, c'est... Tu as lu comme moi, c'est un rapport américain. Est-ce que ça, c'est Caroline Forest qui a dit ça? Non, c'est un rapport américain, tout à fait sérieux. Il me semblait que Caroline Forest... elle a repris de ce rapport. Il me semblait que ça venait d'elle, d'accord. Soi-disant, ça tiendrait des observations de... je sais plus quelle âge. J'aimerais bien être autiste comme lui, il faut le dire. Voilà, qui disent oui. J'aimerais bien être autiste comme Vladimir Poutine. Etc. Bon, ça fait un peu rigoler. Alors, on me dit, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Et après, on parlera du mondialisme. Pas à chaque fois que DSK a eu un scandale sur le dos, il avait fait des propositions quelques jours avant sur l'effacement de la dette des États. Nafis à tous, c'était la Grèce. Ah bon? Bon, Pipo nous dit ça. À vérifier, mais pourquoi pas, effectivement, je sais pas, il dit qu'il aurait fait des propositions. Mais c'est vrai qu'on a eu cette discussion avec Pierre Hillard, lui disait que c'était des choses qui jouaient à d'autres niveaux entre ce qu'il appelait la classe WASP qui tenait l'industrie et la classe, entre guillemets, juive qui tenait la finance. Il y a des jeux comme ça, mais on peut pas systématiser à ce point-là. Mais on peut pas, ouais, on n'a pas le fond de l'histoire. Voilà, autiste à cause des vaccins, ça je sais pas. On me dit quelles sont les solutions que Jean-Yves Dufour préconise pour limiter la casse annoncée avec le TAFTA. Alors, il faut savoir un truc. Aujourd'hui, on parle du TT, du traité transatlantique, du GMT, du grand marché transatlantique. Ils ont donné les noms de TAFTA, de TTIP. Ça a été... Moi, je crois que la première fois qu'ils en ont parlé, c'était en 2003. Je vais encore citer, puisque personne n'en parle, Philippe de Villiers. Oui. Personne ne lit ses livres. On se moque de son accent quand il parle à la télé, mais personne ne le lit, quoi. Ouvrage de 2003, parce que lui, en plus, on le présente souvent comme un pro-américain. Oui. Mais c'est totalement faux. Il a écrit un livre en 2003 qui s'appelle « La 51e étoile du drapeau américain », où il critique l'OTAN, mais à mort, hein. Et le dernier chapitre s'appelle « Le marché transatlantique ». Donc maintenant il est plus édité, mais j'invite les gens à se le procurer, à le lire. Il disait tout dedans. Encore une fois, de toute façon, il a tout vu. On peut en parler vite fait, sur l'écologie, il était avant tout le monde, sur la corruption. Il a été ostracisé par la classe politique, où il a balancé... il a fait comme De Grelle. De Grelle a été viré du parti catholique parce qu'il est rentré à l'époque en Belgique, il y avait 3 partis, libéral, catholique, socialiste. En gros, il faisait 30-30-30, et puis 10 pour les cocos. Bon. Et c'était le tripartisme comme aujourd'hui de plus en plus entre UMP, PS et FN. Et il a commencé, contrairement aux autres qui dénoncent les corrompus dans le camp d'en face, De Grelle avait commencé par faire le ménage dans son parti, en dénonçant les corrompus, les pourris, appelés les banksters, du parti catholique. Villiers a fait pareil au parti républicain, qui était un groupe au sein de l'UDF à l'époque. Donc, et forcément, tu tapes sur ton camp, les mecs te chassent, hein, et t'es ostracisé. En plus, comme c'est un parti du système, ils savent que, tu sais, vu qu'ils se tapent par la barbichette, tu tapes sur un, t'as tout qui s'écroule. Donc ils l'ont... Lui aussi, on lui a fait des histoires avec sa famille aussi. Oui, mais pour ça. Pour pas qu'il aille trop loin. Et notamment, c'était après 2006, après les mosquées de Roissy. Parce qu'il a dévoilé des rapports du ministère de l'Intérieur sur les fameuses mosquées souterraines de Roissy. Ça avait l'air d'être du bidon un peu, cette affaire. Non, mais c'était des notes de renseignement sur l'infiltration par des islamistes dans les services de l'aéroport de Roissy, ce qui est très grave, puisque si tu contrôles l'aéroport... Très honnêtement, j'ai travaillé à la même période, j'ai pas vu d'islamistes, mais bon. Non, mais... Peut-être qu'ils étaient cachés. Non, mais il suffit... Tu vois, c'est des notes de renseignement. Oui, c'est des notes de renseignement. Oui. Là, tu publies le truc, c'est pas bien. Tu vois, ils veulent pas que tu publies les informations, ça doit rester secret. Mais il fallait que les gens sachent, quand même. C'est une question de transparence. Ils parlent tous de transparence,
Mais quand il y a une menace comme ça qui n'est pas politiquement correcte, tu vois, ça aurait été une menace Rome, ils en auraient parlé. Hein. Tu vois ce que je veux dire Parce que trop, oui, voilà, c'est, on va dire, impolitiquement correct. C'est pour ça Donc que voilà, comme Sarkozy, à l'époque, était ministre de l'Intérieur, Ouais. il a très mal pris ce genre de blague. D'accord. Genre, on ne dévoile pas mes dossiers. Et donc, il l'a fait chier. Ah, c'est pour ça qu'il y Mais a bien eu sûr. après voilà, tout ce scandale familial qui sûr. lui est tombé dessus. Quoi. Voilà, il lui avait dit. C'est aussi pour ça qu'il a voté. Tu vois, je parlais en début d'émission, Paul-Marie Couteau appelle à voter Royal parce qu'elle promet le référendum. Villiers appelle à voter Sarko entre les deux tours, alors qu'il commence par dire je ne choisis pas, puisque ils sont tous pour le oui. Sous-entendu, à l'Europe, qu'elle soit fédérale ou supranationale. Et quelques jours après, il change. Pourquoi ? Parce que Sarkozy, à l'époque, lui promet de ne pas refaire parler de cette affaire s'il appelle à voter pour lui. D'accord. Et comme la famille, c'est important, il accepte. Et ben, manque de peau, Sarkozy, qui n'a qu'une parole, il a encore changé entre-temps, et il a fait éclater l'affaire quand même. Tu vois, bon, on peut pas faire confiance à des gars comme ça. Il a été naïf, alors peut-être. Ouais. Alors, Bah, c'est le père de famille, hein. Ouais. C'est compliqué. On me dit... Ah bah non, bah c'est Enfin, lire la 51e étape du drapeau américain, donc, Ouais. parce que j'ai pas répondu à la question sur le trait transatlantique. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que de longue date, 2003, 2002-2003, c'est même une idée encore plus ancienne. De façon atlantique, hein, c'est l'Occident en fait. T'as l'Occident, l'extrême Occident, on appelle ça comme on veut, mais il y a le marché. Le problème du TTIP, c'est que là encore, c'est un faux libre-échange. Une formule de Philippe de Villiers de 93, c'était le libre-échangisme, avec au moment où ils se battaient contre ça, qu'ils ont dévoilé ça avec Jimmy Goldsmith, qui était un milliardaire anglais, enfin franco-britannique, leader sur cette question-là, ancien député européen, qui avait théorisé la mondialisation comme ça, en disant ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres, avec les délocalisations. C'était ça la formule, que Marine Le Pen et Dupont-Aignan ont repris sans savoir d'où elle venait. C'est Jimmy Goldsmith et Villiers, ça, en 93 en fait, entre 92 et 94, c'est-à-dire entre Maastricht et les élections européennes. Où Villiers d'ailleurs a fait un score, très bon score, qu'il a récidivé en 99 en battant Sarkozy. Bon. Donc, le libre-échange, il disait, pour les Américains, c'est un produit d'exportation. C'est-à-dire qu'ils exportent le libre-échange, mais ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. C'est-à-dire c'est bon pour les autres. C'est exactement... c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Ils ont raison, si les autres sont trop cons pour accepter. Si tu veux. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis, faut pas en vouloir... Moi, ma logique, c'est toujours de dire, comme pour les influences, les manipulations, si on est manipulé, c'est qu'on est manipulable. Ouais. Et ben là, c'est pareil. C'est pas les Américains qu'il faut montrer du doigt en disant salaud d'Américains. C'est les élites des pays, de nos pays, de notre pays, ça, qui ont accepté. Et on se remet jamais en question. Alors c'est toujours la faute des autres. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est qu'on a toujours l'impression... C'est pour ça qu'il n'y a pas de remise en question. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Même quand on a raison sur les faits depuis 30 ans, on trouve le moyen de paumer. Parce qu'on dit, c'est la faute des autres. Les gens... À un moment donné, on ne peut pas être élu sans les gens, on ne peut pas prendre le pouvoir sans le peuple. Et le peuple, il entend ces gens-là qui passent leur temps à insulter les autres et à dire c'est de leur faute, mais ils n'en sont pas à chercher des boucs émissaires, les gens normaux. Ils vont pas dire c'est les francs-maçons, c'est les juifs, c'est les politiciens, c'est ce qu'on veut. Ils veulent des réponses tout de suite. Ils veulent même plus des réponses, ils veulent des actions maintenant. Et ils veulent des actions tout de suite. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est les Américains, ils sont pas gentils. Mais le mec, il le sait, putain. C'est pas ça qu'il attend de toi, tu vois. C'est les députés européens du Front National qui ont été élus, là, ils en ont élu une vingtaine. Oui. Mais je me suis amusé à regarder les communiqués après plusieurs semaines de mandat. Mais c'est pathétique, quoi. Moi, j'aurais pu t'écrire ça il y a 20 ans, tu vois. Avec 20 ans de plus, mais tu vois, d'ailleurs, ça avait été écrit à l'époque, la même chose. Ah, l'Europe, c'est mal. En gros, je te jure, hein, c'est ça. Ils servent à rien, ces mecs-là. Ils servent à rien. Bah, et le seul qu'on entendait, c'est Choprade, et maintenant, il les muselés. Ouais. Alors, c'est du boulot, ça. Ils ont fanfaronné le soir de la victoire, mais depuis... Mais ils se servent, ils prennent le pognon, et ils font rien. Et au Front National, il ne faut pas d'intellectuels. C'est-à-dire que ou de théoriciens, dès que tu dis un truc... Mais c'est pas qu'au Front National, hein. Mais le Front National est pire, parce que vu que c'est un parti qui n'a pas le pouvoir, il est encore plus autoritaire. Parce qu'il n'accepte pas la moindre dissidence. Les partis sont déjà établis, ils peuvent se partager. Bon, il y en a un qui veut une petite part, on va lui laisser. Ça ne met pas le reste en péril.
Mais là, ça met la machine en péril, puisque ils ont une candidate qu'il faut qu'ils imposent, et le reste doit suivre, ou se taire, ou partir. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, que Le Pen n'a jamais rien écrit comme bouquin. En 50 ans de vie politique, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est en train d'écrire ses mémoires, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il a écrit concrètement, à part des programmes électoraux? Donc De Grey disait, des programmes électoraux, moi je t'en écris. Ça prend une nuit à écrire. Et tu l'anticipes pas, ça. Tu écris des principes, mais tu vas pas commencer à dire, on va faire 3% de ceci, 5% de machin, mais ça dépend du contexte international qui change à la bourse. Hein, tu vois, tu prends le matin 8h, 8h30, ça a déjà changé. C'est pas quelque chose que t'écris, ça. Tu prends des principes. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas autorisé ça? Parce que s'il écrivait un truc, on dit vivre, c'est choisir, quoi. Et choisir, c'est exclure. Parce que ce que tu prends pas, tu le rejettes. Donc, la logique, moi, je pense, c'est, si on commence à choisir, là, il joue sur l'ambiguïté. Et si tu es inscrit dans le marbre, eh ben, les mecs qui pensaient que tu pensais ça et qui voient que c'est pas le cas, ils partent. Ils sont pas contents. Ouais. Donc c'est pour ça que on ne fait pas de vagues, on ne dit rien. Ils préfèrent, c'est grave, mais ils préfèrent qu'on dise rien et qu'on pense. Mais même aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est des techniques de dédiabolisation extrémiste? Est-ce qu'ils finissent vraiment par croire à ce qu'ils disent? Parfois, ça fout les boules quand même. On ne sait même pas. Tu vois, ils jouent sur l'ambiguïté. On va faire une petite pause, parce que je vois l'heure à l'avance. On est à la deuxième, la régie, elle est prête, c'est magnifique. Allez. On fait la pause, et puis on revient juste après. Balancer les questions, et puis on les reprendra quand... et on parlera du mondialisme proprement dit. Et voilà, et on va foncer à fond dans le mondialisme. Tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jean-Yves Dufour, toujours sur la France dans le paradigme mondialiste, ou on devrait dire la France dans le mondialisme, je sais pas comment on pourrait l'interpréter, puisque de toute façon... Moi j'ai mis face dans le titre parce qu'il y avait une dimension de combat et d'espoir, et que si je mets la France foutue dans le mondialisme, c'est même pas la pêche, je fais ce que je faisais avant, c'est-à-dire moi j'aimais bien pêcher, j'allais à la pêche, quoi. Je fais de la musique avec mes potes, comme je vais dans des groupes de musique, je vais pas m'amuser à me battre si c'est foutu, mais là ça fait vraiment une dimension de combat, et on devrait gagner, c'est ce que j'ai tout à l'heure, on a toutes les clés normalement, le peuple est comprend de plus en plus les choses, il le voit concrètement, hein, que leurs enfants gagnent moins bien leur vie qu'eux, c'est plus dur, il y a des problèmes de sécurité, enfin je veux dire, tout le monde voit que les choses empirent, et en plus nos théoriciens avaient raison, tout ce qu'ils avaient dénoncé c'est avéré. Ouais. Donc on devrait gagner. Hein. Donc bon. Aussi, alors qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là il y avait des réactions. Voilà, il y en a qui disaient oui, la nation... ils sont pas trop contre. Ils disent oui, c'est la nation, c'est toujours un moyen allez, on va dire de faire aller les gens là où on veut, quoi. C'est un moyen de les contrôler aussi. Mais oui, peut-être. D'où est-ce qu'on est? Moi, je suis français, je suis lorrain, je suis français, ce que je disais, je suis européen. Je me place sur ces. On peut dire aussi que j'appartiens au monde. Je suis un être humain. Tu vois. Toi aussi, tu es un être humain, on a des choses à se dire. Bon, on parle même pas la même langue qu'on peut l'apprendre. Hein. Moi, dans mon travail, je parle anglais avec des Indiens. Enfin, je veux dire, c'est... Là, si je me fais l'avocat du diable, est-ce que justement, si on met toutes les poupées russes les unes à travers les autres, c'est-à-dire t'es lorrain, t'es humain, t'es français, subsidiarité, etc., voilà, subsidiarité, donc si on applique ce principe jusqu'au bout, finalement, est-ce qu'il n'y a pas j'ai presque envie de dire, une inévitable... sens de l'histoire qui fait qu'un jour cette humanité ne va finir par former plus qu'une. Mais ça a toujours été dans la mythologie, on retrouve toujours cette idée-là. Et c'est pas forcément une idée qui est mauvaise en soi si elle est naturelle. Ouais. C'est à l'échelle de 20 000 ans, c'est ce que tu disais, alors tu disais, mais si ça se fait dans plusieurs milliers d'années, ça sera certainement plus. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est forcer les choses et la nature. Et ceux qui disaient, quand je fais des conférences, j'en ai toujours quelques-uns qui viennent me dire, mais si, c'est bien, on est tous frères, c'est beau, c'est une sorte de partir dans le sentimentalisme. Quelque chose qui se fait comme ça de manière occulte, hein, voire discrète ou semi-secrète, mais enfin... Oui, occulte, ça paraît bien, moi j'aime bien occulte. Il faut pas exagérer, hein, il y a une grosse partie occulte, hein, on vous voit souvent qu'un bout de l'iceberg en surface, et ça se fait contre l'avis explicite des gens, de plus en plus. Maintenant, on sait que les gens ne veulent pas, on le fait quand même, et en plus on voit que le résultat ne marche pas,
Mais on le veut quand même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Union européenne, par exemple, n'est qu'un marchepied, c'est une étape de transition. Ça n'a jamais, à part peut-être dans l'idée de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, quand il se rêvait en président de l'Europe, ça n'a, à part dans son fantasme-là de mégalo, ça n'a jamais été une fin en soi. Ça a toujours été un moyen d'aller vers où? Vers le mondialisme. Alors le mondialisme, moi je l'ai identifié, puisque je parle de ça, comme l'ennemi du coup. Hein, c'est Carl Schmitt, il faut un ennemi. Bon, moi l'ennemi, j'ai pas pris un homme, Giscard ou je sais pas qui, j'ai pris une idéologie. Parce que c'est une idéologie qui est prégnante, qui nous imprègne le cerveau, qui est partout. Et comme tu dis, à plus ou moins longue échéance, dans notre tête, dans nos cogitations, elle peut apparaître comme naturelle à très long terme. C'est pour ça, même De Gaulle, j'ai relevé une citation de De Gaulle de 58, où il disait que le gouvernement mondial n'était pas forcément une idée farfelue, je sais plus comment il libellait ça, mais enfin, il disait que ça pouvait être un terme, un aboutissement. Alors peut-être qu'il donnait des gages, parce que 58 c'était avant qu'il soit au pouvoir. Bon. C'était début 58. Mais peut-être aussi sûrement qu'il était sincère. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas brusquer les choses et les faire par la force, et surtout quand on voit que ça donne de mauvais résultats. On juge l'arbre à ses fruits. Là, les fruits sont mauvais. Le problème, c'est qu'ils disent il en faut plus. C'est comme on disait, le communisme ne marche pas, mais ça n'empêche pas que le communisme soit bien en URSS, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Alors on en rajoute une couche, ça ira mieux. L'Europe, mais l'Europe, ils disent ça. Plus d'Europe. Elisabeth Guigou et tous les autres, ils ont toujours dit il faut plus d'Europe. Ils interprétaient même le message des souverainistes en leur disant vous voyez que vous réclamez plus d'Europe. Au fond, ce que vous voulez, c'est plus d'Europe. Puisque si toi, tu te dis moi je suis européen, sans être européiste, je suis européen de fait, ils vont te dire oui, mais dans ce cas, vous voulez plus d'Europe. Et ils vont tous te dire ça. Même Léon Degrelle, qu'on présente comme un nationaliste, qui n'est pas nationaliste. Il l'a dit, en tout cas après-guerre, il l'a dit. Il critiquait le nationalisme étriqué. Bon, j'ai pas le temps de revenir sur Degrelle, j'ai participé à un livre collectif dessus, quelqu'un que j'admire, mais il disait, le nationalisme étriqué, c'est pas bon non plus. Il faut voir au-delà. Et à un moment donné, on disait « Patriotes de tous les pays, unissez-vous ». C'est ça la non-ingérence aussi. C'est ça la souveraineté. On collabore tous ensemble. On ne va pas se focaliser sur un bouc émissaire, comme ils appellent ça, en existant contre un autre. On peut exister avec les autres, en collaborant. Par exemple, un pays qui n'est pas développé, on peut se foutre de sa gueule en disant « c'est des bras cassés » ou « c'est des abrutis ». On peut aussi leur donner un coup de pouce, je sais pas, des plans, de machines, leur aider à améliorer ne serait-ce que leur hygiène, l'alimentation, les réseaux, je ne sais pas. On peut les aider, quoi. On n'est pas obligé de se foutre de leur gueule en ricanant en disant « Ah, qu'est-ce qu'on est meilleur qu'eux ?» Ça, c'est du salaud, tu vois. Et après, donc, non seulement patriote de tous les pays, unissez-vous, et après, carrément, il a dit idéaliste de tous les pays, unissez-vous. C'est-à-dire, lui, il s'adressait essentiellement à la jeunesse, les gens qui ont envie de changer les choses pour revenir, alors on peut appeler ça l'ordre naturel, encore une fois, hein, c'est ça qui est important. Ça peut changer selon les situations, c'est pour ça que c'est pas dans le marbre, la situation évolue, mais ça peut être une ligne de conduite, quoi. Une valeur, une sorte d'échelle. On juge ce qu'il faut faire par rapport à ça. Si ça évolue dans un sens, on s'adapte. Et si ça va contre, on freine, tu vois. Mais donc, le pur nationalisme n'est pas forcément bon non plus. Moi, je comprends la question. Si c'est agressif, si c'est offensif. C'est pour ça que, généralement, les mecs parlent de patriote, pour pas faire peur. Le patriote, c'est celui qui aime son pays, pas forcément qui veut casser la gueule aux voisins. Et c'est un peu l'image que donnent aussi les groupes d'extrême droite, qui pourtant sont beaucoup plus proches d'une vision de non-ingérence que de la vraie extrême droite agressive. C'est ça qui est dommage. C'est que sur le fond, ils sont bons, je pense. C'est qu'une question de communication ou de look, souvent d'aspect. On dit, tiens, le cochon, je dis look. Mais tu vois, c'est une question d'image, en fait. Mais il faudrait on peut pas apparaître comme agressif et collaborer. Alors pour collaborer, c'est scientifique, mais c'est culturel, c'est échanger. C'est pour ça qu'on n'uniformise pas aujourd'hui quand on voyage. Moi, je ne suis pas un grand voyageur de mon jeune âge, mais il y a des gens qui ont voyagé toute leur vie, soit parce que c'est leur passion, dès qu'ils avaient un bout de temps, ils avaient un petit boulot qui n'était pas fixe, et ils arrêtaient quand ils voulaient, ils voyageaient, dès qu'ils avaient besoin d'argent, ils revenaient bosser un peu, ils repartaient. Ou alors des gens carrément dont le métier était de bouger. Donc de mission en mission, à l'étranger, ils changeaient de pays, intéressant. Et ils disent tous, mais aujourd'hui, même déjà depuis 10 ans,
c'est pas marrant, quoi. C'est partout pareil. T'arrives dans un aéroport, t'as les mêmes magasins, les mêmes tenues, les mêmes établissements, les mêmes marques, les mêmes chaînes, les mecs qui portent les mêmes jeans et les mêmes cravates. Voilà, puisque tout le monde s'habille pareil, tu vas c'est- aller à et le- Tokyo alors, à Brasilia, et puis tu vas trouver le McDonald's, alors le mec, KFC, il aura la peau plus ou moins bronzée, il aura les yeux plus ou moins bridés, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Et en plus, ils vont tous parler le même anglais, qui est pas l'anglais, ils appellent ça l'americano-globish. Le globish, oui. C'est ça, dire... Le nom est trop drôle. ils appellent ça le sabir d'aéroport, où tu dis 100 mots, et tu peux à peu près te faire comprendre, à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis tu me fais chier, quoi. Je sais pas, I don't know, tu vois. C'est pas sérieux, ça. Donc si on veut respecter la diversité, et même au niveau géopolitique, respecter l'indépendance des États, des nations, il faut lutter contre le mondialisme pour soi et aussi pour les autres. D'ailleurs, petite précision, parce que c'est aussi, t'en parles dans le livre, Hilar aussi, il en parle beaucoup, c'est la différence entre mondialisation et mondialisme. Alors moi j'ai fait un article, préciser. J'ai fait un article à la Nouvelle de France là-dessus, où j'explique rapidement que le mondialisme c'est vraiment une idéologie. La mondialisation c'est un fait. Voilà, on peut pas revenir dessus. Ça a toujours existé aussi, la mondialisation. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des échanges. Des échanges commerciaux, culturels, linguistiques, scientifiques. Je sais qu'on a trouvé des perles de l'Empire romain au centre du Mali. Voilà, donc il y avait des échanges commerciaux entre Rome et Bamako déjà. Même tu prends le Moyen-Âge, les différents monarques d'Europe, c'était la même famille quasiment. C'était la même dynastie, ils se connaissent tous, ils s'épousaient les uns les autres, ils tenaient toute l'Europe. Donc là, il peut y avoir des guerres, mais c'est essentiellement des guerres de religion, c'est plus c'est entre les protestants, les catholiques, ou alors des guerres locales pour des intérêts locaux. Mais c'est plus... c'est pas ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est produit au XIXe siècle avec le nationalisme, quoi. Vraiment, une nation contre une autre. Depuis la Révolution française, qu'on a créé le concept de nation. Avant, on ne parlait pas de nation. Il y avait le royaume, il y avait les provinces, et puis il y avait les gens qui étaient dessus, qui étaient des serfs ou des vieillards. À la base, c'est une belle notion quand même, la nation, non? Moi, je suis pas sûr. La souveraineté du... Parce que, alors, selon la définition qui en est donnée, la nation, ce serait... La nation souveraine, elle serait née en opposition au pouvoir, justement, du roi, qui, lui, était le pouvoir absolu. Donc, la souveraineté populaire en opposition, on va dire... Alors, déjà, tu as deux choses. Tu as la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. On pourrait parler de la souveraineté étatique et la souveraineté populaire. C'est-à-dire que la souveraineté, pour moi, c'est avant tout la souveraineté de l'État. Que le peuple ait ou pas la parole, l'État n'a pas à vendre sa souveraineté. Après, tu peux être dans un régime où c'est 100% ou 0% ou entre les deux, le peuple qui a cette souveraineté. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la démocratie. Il peut y avoir une part, plus ou moins grande, à une échelle uniquement locale, donc, je sais pas, la commune, le canton, le département, la région, ce qu'on veut, ou bien au niveau national, ou au niveau, sur un référendum, même comme les Suisses, faire comme les Suisses, carrément aller plus loin et faire de faire un système de pétitions, en fait, pour proposer... Directe, un peu, quasiment, mais déjà, il faut des pétitions pour proposer un sujet. Si tu en as assez, tu vas organiser le référendum. Tu peux organiser le référendum, Bon, il faut un seuil, évidemment, tu ne vas pas le dire à 3 clampins qui veulent... Mais on peut tout imaginer. Mais tu vois, la souveraineté populaire, elle serait à ce niveau-là. Mais de base, tu as quand même une souveraineté ou nationale ou étatique. Nous, c'est compliqué de distinguer les deux parce qu'on est des États-nations. Donc les deux sont liés. Tu peux avoir notamment les pays fédéraux, c'est pas comme ça. C'est une spécificité de la France, ça. Parce qu'en France, on peut dire que c'est l'État qui a fait naître la nation française. Mais la nation, oui, la nation, avant, n'avait pas... On parlait des nations françaises. Le roi s'adressait à ces nations. Tu vois, on peut parler de province. Donc c'est à partir de mais n'empêche que le roi avait quand même le pouvoir, mais il avait le pouvoir. Lui aussi, le roi luttait beaucoup. C'est pour la définition que tu as donnée, moi je suis pas totalement d'accord, parce que le roi protégeait, en fait, et souvent le peuple, contre les féodalités, les baronnies locales. Quand le seigneur commençait à prendre trop d'importance et écrasait ses gens, on appelle ça ces gens, le roi intervenait, en disant non, tu vas pas faire ça, tu vas trop loin, par exemple. Il y avait une concurrence entre les... Donc c'est quoi, c'est la souveraineté nationale qui naît avec la Révolution française, alors, pas la souveraineté populaire? Ah, la souveraineté populaire, oui, c'est typiquement... je pense que c'est républicain. C'est pas forcément mal, hein. Et après, ça dépend de l'échelle. Même Charles Maurras, je te dis, n'était pas opposé à une forme de démocratie en bas, quand il y a le roi au-dessus, et que
le principe de subsidiarité est respecté entre les intermédiaires. Moi, ça me paraît un bon compromis. Hein, le compromis nationaliste, je crois, on dit ça. Ouais, voilà. Ah, Nationaliste ou, comment dire, monarchiste un peu aussi quand même. Là, oui, tu bien veux. sûr, bien sûr. Mais Toi, il faut d'ailleurs, tu mais il penses faut- que c'est une bonne solution, ça, le retour à la monarchie mais pour la France? oui, mais c'est pareil, ça. C'est une question. Ça dépend ce qu'on met dedans. Si tu veux. Bon, si on parle du mondialisme, t'as des pays qui sont totalement mondialisés. Enfin, dans l'idéologie mondialiste, hein, je distinguais la mondialisation, donc qui est, pour finir de répondre à la question, qui est naturelle, Naturel, voilà. et l'idéologie mondialiste, qui elle, on veut forcer les choses, et après on veut voir ce que ça suppose. Mais donc, si on veut forcer ça, on va devoir le faire contre les gens. Et qu'est-ce que ça suppose? Ça va supposer d'unifier, en fait. Le mondialisme, il va unifier tout, en fait. Il va essayer d'unifier non seulement la mentalité des gens, pour qui... D'ailleurs, tu vois, je lisais une formule de Nicolas Bonal il n'y a pas longtemps. Ouais. Il expliquait que plus il y avait d'individualisme, plus on flattait les individus finalement en les laissant choisir ce qu'ils veulent. Mhm. Tu vas t'habiller comme tu veux. Et bien, bizarrement, paradoxalement, ils s'habillent tous pareil. C'est-à-dire que plus tu vas leur laisser de liberté, plus ils vont se copier mutuellement. Ils auront moins d'originalité. C'est assez marrant, et c'est ce qui se passe, effectivement. T'as des originaux, mais globalement, tu laisses le choix aux gens, Tout le monde s'habille pareil. et ils vont se copier, ils vont être influencés par une seule source. C'est-à-dire qu'en fait, la source devient occulte, mais elle continue d'exister quand même. Donc le mondialisme, c'est ça. Tu parviens à... Il faut pas que ce soit trop voyant. Bon, quand c'est implanté, tu peux être plus voyant. Et au début, ça marche pas si tu l'es directement. Tu vois, tu peux pas passer de tout à rien, il faut le faire par étapes. Donc, le mondialisme, ça vise à uniformiser les mentalités, et ça va passer par la culture, ça va passer par l'accoutrement, ça va passer par... on va changer tes habitudes. Les grands messes aussi, on peut dire les grandes réunions sportives internationales. Alors Voilà, ça, mais- c'est des cérémonies. D'ailleurs, moi je parlais vite fait dans le bouquin, ça. Il faut remplacer la religion, parce que la religion, elle est spécifique. Une religion, elle est adaptée à l'espace et au temps, c'est-à-dire à un peuple à un moment donné. Par exemple, le nomade n'aura pas la même religion que le sédentaire, etc. Ça va parler à... Bon. Ça va lui parler à lui, quoi. Ça ne parlera pas à un autre. Tu ne peux pas imaginer les dieux scandinaves pour un arabe. Enfin, normalement, ça n'a pas de sens. On peut imaginer ce qu'on veut, mais... bon. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui... Moi, je ne me place pas d'un point de vue théologique en disant il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Hein. Au contraire, il y a la tradition, c'est chacune des traditions respectables, autant l'islam que l'odinisme, ils appellent ça, je crois, les Vikings, avec Odin qui est Odin, ouais. le dieu principal, quoi. Bon. Ou Zeus, enfin, c'est l'équivalent de Zeus, il me semble. Bon. C'est celui qui a l'éclair créateur, quoi, c'est pour ça. Ouais, Au c'est ça. niveau symbolique, c'est de là que ça part, quoi. C'est l'éclair de vie. Bon. Mais donc ils vont avoir différentes religions. Là aussi, il faut essayer de les unifier. En fait, de les unifier faussement, quoi. Là aussi, tu fais une purée. C'est pour ça que chacun maintenant peut choisir sa religion à sa carte.